donc l'objectif, c'est que tu nous présentes un petit peu justement une autre solution pour les véhicules, la conversion électrique et ou hydrogène. Tout à fait. Donc, merci à toutes d'être présents. Donc, c'est un réel plaisir déjà d'accueillir le Vendée Energy Tour ici, parce que notre histoire a un peu commencé au Vendée Energy Tour 2017, où on a présenté l'Electrocox. Et c'est vraiment un réel honneur de partager ici et de vous montrer ce qu'on est devenu depuis. Donc, on va parler un peu de rétrofit, mais qu'est-ce que c'est? Donc, à l'époque, on avait donc converti la coccinelle en 100% électrique. Et à l'époque, ce n'était pas légal, en 2017, au Vendée Energy Tour. Et un immense travail a été fait grâce notamment aux élus vendéens et de la région, et largement au-delà. Un bon travail d'équipe a été fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est heureux d'annoncer que le 3 avril de cette année est paru au journal officiel un arrêté autorisant la conversion des véhicules thermiques en électrique, également électrique à hydrogène. Donc c'est un immense succès, une victoire et une performance même en 2 ans et demi à proposer un texte de loi qui soit présent. Donc concrètement, pourquoi convertir? Donc déjà plus de casse moteur, et pour les utilisateurs de poids lourds, plus de complément d'AdBlue. Alors c'est vrai que cette solution pour nous, pour les véhicules lourds, s'adresse plutôt à des entreprises de transport, parce qu'on sait très bien que quand l'exploitation principale a été faite pendant la première vie du camion, souvent ils font du national, ensuite ils ramènent les véhicules en régional, et c'est là que les problèmes commencent avec l'AdBlue. C'est-à-dire que les véhicules ne sont jamais assez en température pour que le système de dépollution fonctionne. Ça entraîne des petites avaries. Et enfin, aujourd'hui, dans un contexte où on a besoin de renouveler ce parc, il est plus qu'urgent de se dire profitons de ce qui a été déjà produit par l'humanité et il faut en faire autre chose. Et le rétrofit ou la conversion permet d'aller dans ce sens. Plutôt que d'acquérir des véhicules neufs, on peut prendre ce qui existe déjà et le mettre à jour. On double également la durée de vie de ces véhicules, donc pour réduire en même temps l'impact de la fabrication du véhicule. Et notamment pour les transporteurs également ou les usages professionnels, ça permet de conserver l'investissement de la conversion, car on a développé chez nous un système qui permet de transférer d'un véhicule à un autre le système. Souvent dans les flottes de véhicules, comme on voit les 2 exemples derrière, les camions se ressemblent tous. Et nous, on s'est évertué à créer un système qui peut se mettre dans n'importe quelle marque de véhicule, mais qui peut se transférer d'un camion à un autre. Et c'est là qu'on devient intéressant, où on pousse l'économie circulaire à l'extrême, ce qui fait que les camions qu'on aura convertis une première fois, on aura converti un véhicule aujourd'hui en 2020 qui a 5 ans. Dans la flotte, il y a également un véhicule neuf. 5 ans plus tard, le camion aura déjà doublé sa durée de vie. On transférera dans le camion qui était neuf à l'époque. Et le camion dépourvu de moteur se retrouvera don d'organes pour continuer à entretenir le parc, pour pousser au maximum l'économie circulaire. D'accord, donc si je comprends bien, le principe, c'est on ne met pas les anciens véhicules à la benne et on fait encore plus de déchets, parce que c'est autre problème environnemental quand même. Mais on réutilise, on réemploie, on retransforme, on reconditionne grâce à ce que tu proposes pour aller plus loin et boucler la boucle en fait vertueuse d'économie circulaire dont tu parles. Oui, c'est ça, pousser l'économie bleue à l'extrême. C'est parfait, ça me va bien. Donc que dit la réglementation en fait là-dessus? Une petite slide sur ce qui a été travaillé avec les ministères. Donc le véhicule doit avoir plus de 5 ans. C'est aussi pour ne pas se retrouver en conflit avec les garanties des constructeurs originels. L'autre point principal, c'est que le fabricant du dispositif a un statut de constructeur automobile. Donc c'est le statut aujourd'hui de notre entreprise, ce qui veut dire que quand on développe des systèmes, on entame les mêmes process d'homologation que les constructeurs, ce qui garantit au client final la sécurité du produit et quelque chose de très conforme. On peut également nommer, et ça c'est un vrai plus, on peut nommer des installateurs qui sont agréés par nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre solution elle peut être montée en région parisienne, en région PACA, via des installateurs qu'on aura pu nommer, avec qui on aura formé à installer notre propre système en suivant. Tout ne se fera pas ici en fait. Non, l'idée c'est aussi de pousser l'économie et la logique, c'est de ne pas faire venir des véhicules de la région parisienne par transport pour le transformer, pour le renvoyer. Ça aurait un impact carbone un peu moyen. Même. Un peu négatif. Oui. Un peu négatif. Donc l'idée c'est de former et de faire monter en compétence toute l'économie qui existe aujourd'hui dans le monde de la mécanique. Pour créer de la valeur sur les territoires. C'est ça, tout à fait. L'autre point intéressant, on a pu faire modifier un arrêté donc, qui date de 1954, qui est encore aujourd'hui la règle de l'homologation,
qui stipule qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'accord du constructeur d'origine pour convertir le véhicule. C'était une grande bataille parce que s'il nous fallait un accord de constructeur, autant dire qu'on n'aurait pas fait grand-chose. Donc c'est une grande victoire. Également, ce qui est intéressant aujourd'hui de dire, c'est qu'on peut faire des véhicules plus récents de moins de 15 ans dès lors qu'on a l'accord du constructeur. Un petit slide sur le principe de fonctionnement. Donc concrètement, on met le moteur électrique en lieu et place du moteur thermique. On vient insérer un pack batterie qu'on met alors pour les camions dans les empattements, parce qu'il nous faut toujours un pack batterie, comme on disait tout à l'heure, pour fournir l'énergie nécessaire au moteur et en même temps recevoir l'énergie du moteur quand on décélère. Donc c'est le rôle du pack batterie. Et lui-même est alimenté par une pile à combustible qui est alimentée par de l'hydrogène. Dans notre système, on a également développé un boîtier électronique qui permet de repiloter l'ensemble du camion. Concrètement, et pour faire simplement, parce que tout le monde n'est pas très technique, mais aujourd'hui, quand on démarre ces véhicules-là, le véhicule se croit encore thermique, mais en fait, il est électrique. Ce qui fait que ce n'est pas un sapin de Noël au tableau de bord, et on arrive à piloter les fonctions principales du véhicule en toute sécurité. Et pour le conducteur, ton petit outil là, c'est pareil, Oui, donc pour le conducteur, rien n'a changé au tableau de bord. Quelques indications ont changé quand même. Niveau d'AdBlue devient niveau d'hydrogène, niveau de carburant devient niveau de batterie, et sinon l'interface, tout est identique au chauffeur. Il n'est pas perdu. Un petit slide suivante qui explique un peu plus en détail. Donc, les courbes noires qu'on voit, là, les flèches parallèles, c'est la courbe du temps. On se retrouve aujourd'hui en 2020. On convertit un véhicule qui a 7 ans. On a un même véhicule dans notre flotte qui est neuf. Une fois la durée de vie doublée, on transfère le système. Le camion premier devient don d'organes pour entretenir le reste de la flotte. Le pack batterie à 10 ans, on estime aujourd'hui qu'on va tous courir après le stockage d'énergie d'ici 10 ans, parce qu'on veut réduire l'impact nucléaire en France. On veut également ne pas rallumer les centrales à charbon, donc il va falloir stocker l'énergie renouvelable d'une certaine manière. Et nous avons développé nos solutions de pack batterie pour qu'ils soient identiques et complètement standardisés, pour qu'à 10 ans, on se dise des nouvelles technologies de batterie sont là, on cherchera toujours à augmenter l'autonomie des véhicules. Du coup, ces packs batteries seront un très bon usage dans des bâtiments, en usage statique pour stocker l'énergie photovoltaïque et faire tourner en autonomie quasiment des bâtiments, des bureaux, les serveurs, les ordinateurs, pourquoi pas l'aérothermie aussi si l'entreprise en est équipée, et nous viendrons mettre à jour. Donc là, on estime 10 ans avec le pack batterie, plus encore minimum 15 ans dans du stockage d'énergie, avant de se poser la question du renouvellement et du recyclage du pack batterie. Toujours penser à l'usage après. Oui, l'usage poussé à l'extrême. Ok, toujours un coup d'avance ou le coup d'après. Voilà. Et également, la pièce d'usure, c'est une membrane qui se situe dans la pile à combustible, qu'on remplace aussi au bout de 10-12 000 heures en l'état actuel des technologies, mais c'est en train d'évoluer également. Et après, on repart comme en 40. Petite slide qui présente un peu les véhicules spéciaux sur lesquels on travaille, des véhicules très énergivores. Donc il est vrai qu'au départ, avec le projet Electrocox, on s'est vraiment réorienté et on a été à l'écoute de l'usage, de se dire quel est le réel besoin aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur des véhicules lourds, des véhicules qui consomment, pour la bonne ordure ménagère, ça peut aller jusqu'à 90 litres par heure, donc ce qui est quand même important. Également, c'est des véhicules professionnels qui roulent quand même pendant 6 à 8 heures par jour minimum. Donc il y a un vrai sens aujourd'hui à faire économiser de l'énergie et à basculer ces véhicules dans cette transition énergétique. Également du travail réalisé en ce moment même, on le voit autour de nous avec les tracteurs mis à disposition par West Agri notamment, où on travaille en fait avec la Chambre d'agriculture et EDF sur le développement de fermes bas carbone, mais sur une logique de se dire, c'est si demain l'agriculture passe à l'électrique, on a 3-4 tracteurs électriques par ferme, mais comment, et c'est la question d'EDF, comment alimenter ces véhicules? Et tous ces véhicules, il n'est pas question de remplacer tout le réseau, parce que financièrement, ça ne va pas le faire. Du coup, l'idée est de créer des unités de production et d'autoproduction d'énergie autour des villages, à la campagne, et d'aller vers de la ferme bas carbone. C'est pour ça que tu as aussi des photos sur des engins de TP, c'est un peu le même principe? Oui, tout à fait. Donc là, on est sollicité et on est toujours à l'écoute des professionnels du BTP. Pourquoi? Parce que dès 2025, comme on l'a vu juste avant, on va commencer à interdire en agglomération l'usage des véhicules thermiques. Donc on va interdire à des citoyens qui consomment des véhicules à 5 litres au 100
d'interdire, alors qu'ils font des trajets domicile-travail, alors que ces véhicules qui peuvent aussi consommer entre 70 et 90 litres de GNR, de gasoil non routier à l'heure, il y a un décalage. Et donc ces entreprises s'inquiètent de l'image qu'elles vont dégager en rentrant dans ces agglomérations, parce qu'il n'y a plus qu'elles qui vont faire du bruit. Et là, on répond en fait en transposant le développement qu'on a fait sur le camion, est identique, parce qu'on est dans les mêmes grandeurs de puissance. Donc pour nous, on ne sort pas de notre domaine d'activité, mais on transpose à d'autres applications. D'accord. Une dernière application donc. Et une autre application qui prend du sens aussi, c'est tous les autobus qu'on peut trouver et qu'on croise tous les jours sur nos routes pour le transport scolaire notamment, ou les transports interurbains. Et on travaille activement en lien avec une autre entreprise vendéenne, qui est le groupe FAST, à développer ces solutions à très très court terme. L'objectif étant, c'est que dès 2021, donc le premier tracteur routier qui est à ma gauche sera homologué courant mars. L'objectif étant, c'est qu'il soit opérationnel en même temps que la station hydrogène vert pour que le premier plein soit vraiment de l'hydrogène vert et pas de l'hydrogène gris. On a le Scania qui est à ma droite qui sera homologué courant avril le mois suivant et on devrait enchaîner, on espère enchaîner rapidement dès l'été prochain, pourquoi pas aller homologuer un autocar qui pourrait rouler sur les routes en faisant le plein d'hydrogène vert. D'accord, donc un bel avenir et de belles perspectives en fait, et toujours des nouveaux projets pour Eneo. Alors là, on est pas mal occupé quand même. Mais l'idée quand même, c'est qu'on a cette capacité sur notre département et sur notre région. On a beaucoup d'acteurs et on a vraiment moyen de faire une économie circulaire, une boucle intéressante autour de l'énergie, multi-professionnelle. On voit bien les exemples de l'agriculture, du BTP, tous les acteurs s'y mettent. Et c'est des riches échanges qu'on a aujourd'hui avec ces entreprises. On n'est pas sur un secteur d'activité, on est bien sur du multi-secteur d'activité et du multi-acteur parce qu'il nous faut la chaîne complète sur un territoire pour pouvoir se déplacer, créer cette mobilité de demain. Tout à fait. On s'aperçoit aujourd'hui que la mobilité change, mais la mobilité aussi peut être acteur du stockage d'énergie de demain. Et aujourd'hui, le stockage d'énergie n'est pas que dans le véhicule, mais c'est tout un écosystème qui est à construire sur nos territoires. Merci beaucoup. Je crois que tu as résumé en fait, tu as résumé l'ensemble de la conférence. J'ai même pas besoin de faire de conclusion. En fait, vous avez eu une présentation en fait par tous les intervenants des véhicules, des usages, des énergies. En fait, comme le dit Jérémy, vraiment de cet écosystème qui va se construire sur la mobilité. Alors en Vendée, en Pays de la Loire, mais l'objectif c'est que ça se duplique et ça se démultiplie un petit peu partout. Donc on espère que vous serez acteurs bientôt, si ce n'est pas déjà fait, de cette mobilité de demain.